Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Un nouveau QG pour les entrepreneurs. Ce lundi a été lancé les journées portes ouvertes du guichet unique pour le développement des PME, un outil puissant pour booster l'entrepreneuriat selon le Premier ministre Begré Mambé. Tension au sein du PDCRDA, que se passe-t-il alors que le congrès électif approche à très grands pas? Des désaccords émergent au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et au Niger, quel avenir pour le président déchu Mohamed Bazoum, 4 mois qu'il est détenu par les autorités militaires au pouvoir? C'est un dispositif mis en place pour dynamiser l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce lundi, le Premier ministre a lancé les journées portes ouvertes du GUD PME, un outil pour booster la création d'entreprises dans le pays. Salifia Lekwe, Kim Eric. Le chef du gouvernement ivoirien Begré Mambé était ce matin à Adjamé, dans les locaux du GUD PME, où il a lancé les journées portes ouvertes de la structure, un nouveau dispositif pour booster les PME. Une occasion pour lui d'inviter les partenaires à soutenir ses actions. La mise en place du GUD PME traduit la volonté de procéder autrement, en offrant une approche novatrice dans l'accompagnement des PME qui allie de façon cohérente et bien agencée l'accompagnement technique, l'accès au financement et l'obtention de la garantie. Qui me soit permis de lancer un double appel à l'endroit d'une part des partenaires au développement, en les invitant à soutenir les actions du PME par les appuis multiformes en vue de la croissance des différentes structures qui la composent, et d'autre part, à l'endroit des dirigeants d'entreprises et de tous les opérateurs économiques, en les encourageant à tirer profit des prestations offertes par leur institution de développement. Pour le ministre en charge du commerce et celui en charge des finances, l'avènement du GUD PME est une aubaine pour le secteur privé qui en avait besoin pour accélérer son développement et la création d'emplois. Le GUD PME et l'Agence Côte d'Ivoire Export sont donc les alliés des entrepreneurs ivoiriens pour apporter des réponses concrètes et innovantes aux enjeux de création, de financement et de commercialisation des produits made in Côte d'Ivoire. Nos cibles prioritaires sont les PME vertes, les femmes et les jeunes entrepreneurs et l'innovation. Notre rôle n'est pas de nous substituer au secteur privé, mais de travailler en parfaite synergie et symbiose avec celui-ci afin de matérialiser les objectifs du gouvernement ivoirien. Le lancement des journées portes ouvertes du GUD PME marque officiellement le démarrage des activités du guichet et de ses 2 filiales, à savoir la Société d'État, Côte d'Ivoire PME, et la Société de garantie des PME. Cette activité a également été marquée par le démarrage des activités de l'Agence Côte d'Ivoire Export, créée pour promouvoir, développer et diversifier les produits et services ivoiriens. Juste après, le Premier ministre était à une table ronde pour le financement de projets relatifs à l'énergie et à l'économie numérique dans l'espace UEMOA, comme nous le montrent Salifia Lekwe et Kim Eric dans ce reportage. Offrir de l'énergie aux populations des pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africain, et développer l'économie numérique. Telle est la problématique au centre d'une table ronde ouverte à Abidjan. Il s'agit de rechercher le financement des projets liés à l'énergie et à l'économie numérique. L'initiative saluée par le Premier ministre ivoirien qui note que ces projets transformeront les conditions de vie des populations. Ces projets ne sont donc pas des investissements dans des infrastructures de technologie. Ils sont en réalité des investissements dans le capital humain, dans son potentiel et dans son avenir. Ils sont un témoignage vibrant de notre foi dans la capacité de notre région à relever les défis d'aujourd'hui et à se préparer pour les opportunités de demain. Des préoccupations qui mobilisent de nombreux bailleurs de fonds et experts. En sus des 3 pôles énergétiques mentionnés, 171 projets structurants ont été identifiés pour un coût global de près de 15 000 milliards de francs CFA. Je note avec satisfaction que 71 d'entre eux sont déjà financés.
Je voudrais exprimer l'engagement de la Banque ouest-africaine de développement et de l'ensemble de ses équipes à œuvrer dans la pleine mesure de nos missions pour soutenir les 100 projets restants qui sont encore en recherche de financement et dont le coût global est estimé à près de 7 700 milliards de francs CFA. Votre présence et surtout la qualité et le niveau de représentation nous confortent dans l'idée que c'est en unissant nos forces que nous écrirons les plus belles pages du rayonnement de notre communauté. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo sont les 8 pays membres de l'UEMOA. Dans l'actualité politique, alors que le congrès électif du PDCI-RDA se profile à l'horizon, des dissensions émergent au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il? Les éléments de réponse de Tiemé Danger dans ce récit. De l'eau dans le gaz du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La source, la décision numéro 00777-2023 PPCAB du 7 novembre 2023 du président intérimaire Kopli Boni, notifié au candidat à la présidence de la formation politique de Feu Henri Konan Bédié dimanche 19 novembre 2023. Ces dispositions stipulent que tout candidat exerçant une fonction dans l'administration du parti devra se mettre en congé durant la période d'organisation des élections pour garantir l'égalité des chances. Alors que les tractations allaient jusqu'à là bon train pour amener au consensus les candidats Kakou Gikawe, Akosi Benjo, Tidjane Thiam, Jean-Marc Yassé et Moïse Komwe, cette clause mécontente l'un des protagonistes. En l'occurrence, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Gikawe. Dans une note, le député de Gagnoa, sous-préfecture, dénonce une disposition dénuée de toute base légale interne, ajoutant que dans les habitudes admises au PDCI, le processus électoral s'est toujours déroulé sans tenir compte de la disposition querellée, dont la présidence intérimaire en fait une exigence pour candidater à la présidence du parti lors du congrès extraordinaire électif prévu le 16 décembre prochain. Je voudrais relever que cette disposition est sans fondement textuel, ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur du parti. Aussi loin que je me souvienne, il n'en a jamais été ainsi. J'en ai pour preuve le cas Laurent Donafologo et Alphonse Djedjemadi, alors secrétaires généraux du parti, et celui du président Henri Konan Bédié, qui ont été candidats sans cette mesure particulière. De plus, je voudrais noter que malgré ma qualité de secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, je ne suis membre d'aucun des comités que vous avez créés pour l'organisation du 8e congrès extraordinaire et du processus électoral, alors je ne sais comment je pourrais mettre en mal l'égalité des chances. Entre le secrétaire exécutif en chef, candidat et le président intérimaire, c'est désormais le bras de fer autour d'une disposition à laquelle se sont pliés Akosi Benjo et Jean-Marc Yassé. Concernés par la mesure, ces challengers donnent une suite favorable. Annonçant tous deux s'être mis en congé de leurs postes respectifs au sein du vieux parti du pays par respect d'une pratique interne. Entre la pratique évoquée par les uns et les textes mis en avant par le camp Gikawe, le PDCI se trouve aux portes d'une crise électorale à quelques 3 semaines du congrès électif du successeur de Feu Henri Konan Bédié. Depuis samedi, la sensibilisation autour des violences basées sur le genre s'est intensifiée. Elle se poursuivra jusqu'au 10 décembre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. En Côte d'Ivoire, quels sont les efforts menés dans la lutte contre les VBG à ce jour? On fait le point avec Nadja Edja dans cet élément. Ces messages d'activistes et organismes de défense des droits de la femme rappellent à tous la célébration des 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette campagne, organisée chaque année à partir du 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, jour marquant la Journée des droits humains, et par ailleurs l'occasion de faire le point sur les acquis de la lutte. Un engagement perceptible au plus haut sommet de l'État, qui s'est fixé comme objectif de réduire de 15% les mariages précoces et les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. À cela s'ajoutent plusieurs actions menées tant sur le plan juridique que réglementaire. Il s'agit notamment de la création en 2008
d'une direction de l'égalité et de la promotion du genre. La ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, adoptée en décembre 1979 par les Nations Unies. La loi pour la répression des mutilations génitales féminines, avec des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison ferme pour les auteurs. La circulation du 13 juillet 2016, qui rappelle l'obligation de recevoir la plainte d'une victime de VBG avec ou sans certificat médical. Et la loi de décembre 2021, relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles, autres que domestiques. Malgré ces efforts, la question des violences à l'égard des femmes demeure préoccupante. En 2022, le système de collecte national a enregistré 7 919 cas de violences rapportés et pris en charge, dont 1198 cas de viol, 254 cas d'agression sexuelle, 6 cas de mutilation génitale féminine, 1300 cas de maltraitance physique, 182 mariages forcés, 3073 cas de déni de ressources d'opportunités ou de services et 1826 violences physiques. Des données qui interpellent et témoignent de la nécessité de poursuivre la lutte. Direction Thiès-Salé où un centre accueille des enfants en conflit avec la loi. Dans ce centre, ils retrouvent une opportunité de se réorienter vers une nouvelle vie. Nous étions en immersion avec Nadja Edjar. Thiès-Salé. À 5 km de cette cité cosmopolite, un centre de réinsertion socio-professionnelle et familiale. Une trentaine de pensionnaires y séjournent depuis bientôt 1 an. Des enfants en conflit avec la loi, recueillis pour une rééducation sociale. Parmi eux, un ex-prisonnier mineur venu de Ferkessé-Dougou. J'étais avec mes amis, on partait voler. Donc on allait voler mouton, on m'a attrapé, ici parti en prison. Donc quand je suis parti en prison là, maman est partie, ici sortie. Deuxième fois encore, ici reparti là-bas. Quand je suis sorti là, je suis venu ici maintenant. Donc quand je suis arrivé ici maintenant, ils m'ont appris comment se comporter. Donc un peu, j'ai suivi ça. Donc maintenant ça va. Comme lui, la plupart des enfants en rééducation dans ce centre ont côtoyé la drogue et l'alcool et ont un antécédent peu reluisant. Je fumais, je prenais de la drogue, des comprimés, tout ça. Je découchais, je recevais ma grand-mère, tout ça. Même mon père, des fois, quand il m'appelle comme ça, je ne décroche pas. Mais quand il décroche, il parle et puis il dépose le téléphone et puis il sort. Dans ce centre, les enfants sont suivis sur 3 axes, la formation, la rééducation, la réintégration familiale. Une mission pas gagnée d'avance. Cette année, par exemple, nous avons reçu 33 enfants. Nous avons pu stabiliser 30 enfants qui ont pu rester au centre parce que quand ils arrivent, ce n'est pas facile. Le premier réflexe, c'est de s'évader, c'est de fuir. En plus des cours d'alphabétisation dont ils bénéficient, ces jeunes sont aussi formés en agriculture, pisciculture, agroforesterie. On a 2 niveaux. Il y a le niveau 1 et puis il y a le niveau 2. Le niveau 1, c'est ceux qui ne savent même pas lire ni écrire. Par contre, le niveau 2, c'est ceux qui savent lire un peu et puis écrire. Voilà. Donc au niveau de l'alphabétisation, nous avons ces 2 niveaux. Maintenant, après le niveau 2, on aborde maintenant ce qu'on appelle la post-alphabétisation. Si tu n'as pas de métier et que tu passes ici, quand tu retournes là, tu ne fais rien, où tu vas avoir l'argent? Tu vas retomber dans la délinquance. Donc il faut les former, il faut leur donner un petit métier qui va leur permettre de se réinsérer, de se réinsérer dans la société, d'être autonome financièrement, de connaître le goût du travail. Des acquis que ces jeunes comptent mettre à profit à la sortie de ce centre. À la sortie d'ici, c'est l'élevage de poulet que j'aimerais faire. Parce que c'est sur ça que je me suis basé le plus. C'est ça que j'ai aimé. S'ils étaient pour leur famille source de peine et de honte, aujourd'hui, ils peuvent prendre un nouveau départ. Ils ont reçu à cet effet des attestations de fin de formation. Leur diplôme en poche, les pensionnaires pourront être insérés professionnellement grâce à l'appui des responsables qui continueront de les suivre, même au-delà des murs du centre. Dans l'actualité internationale, on s'interroge sur le sort du président nigérien déchu Mohamed Bazoum, alors que cela fait 4 mois quasi, jour pour jour, qu'il est détenu par les autorités militaires au pouvoir. Pierre Dipomella. Voici maintenant 4 mois que le président Mohamed Bazoum est reclus dans sa résidence quadrillée par les militaires qui l'ont déchu du pouvoir le 26 juillet dernier. Pas de téléphone ni Internet, le successeur de Issoufou est coupé de toute communication. Isolé, il refuse farouchement de céder.
La lettre de démission attendue par le général Tiani et ses hommes n'est toujours pas signée. Il est devenu un colis embarrassant pour les putschistes, qui semblent ne pas savoir quel sort lui réserver. Après l'échec d'une tentative d'évasion selon le procureur général de Niamey, une accusation niée par les avocats de Mohamed Bazoum, la sécurité autour de sa résidence est plus que jamais renforcée. Il a droit à une visite hebdomadaire de son médecin, qui peut lui apporter des vives. La menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est toujours en vigueur, mais le langage diplomatique a évolué. L'institution régionale conditionne toute négociation avec les militaires par la libération du président renversé Mohamed Bazoum, malgré l'appel incessant du président Macron et de la communauté internationale à libérer sans condition le président Bazoum. Le général Tiani entretient le statu quo. Les militaires le savent, le temps joue à leur faveur. Avec le temps, le général Tiani et ses hommes ont pris du poil de la bête, puisqu'ils peuvent désormais compter sur les alliés du Burkina Faso et du Mali, des pays qui ont en partage le même sort. Pour le président Bazoum, ça semble être l'incertitude. Et en RDC, les premiers meetings de campagne pour la présidentielle du 20 décembre prochain ont débuté partout en République démocratique du Congo. 25 candidats sont en lice, dont le président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un autre mandat. Le récit de Pierre Dipomela. 26 candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi, sont en lice pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Des élections qui se dérouleront sur fond de conflits dans l'est du pays. À cela s'ajoute la crise sociale et la crise de confiance entre pouvoir et opposition. Le président sortant de l'UDPS va croiser le fer avec des candidats sérieux, parmi la vingtaine en lice, notamment Moïse Katumbi, 58 ans, homme d'affaires fortuné, patron du club de football renommé Lubumbashi Tout-Puissant Mazembe et ancien gouverneur de 2007 à 2015 de la province minière du Katanga. Martin Fayulu, 67 ans, est le leader du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Cet ex-cadre d'une major pétrolière veut sa revanche de la précédente élection présidentielle. Denis Mukwege, 68 ans, gynécologue, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action auprès des femmes violées, est un critique de longue date du pouvoir et ne cesse de réclamer justice pour les victimes des violences armées dans son pays. Augustin Matata Ponyo, 59 ans, un autre candidat qui a été ministre des Finances et Premier ministre de Joseph Kabila de 2012 à 2016. Adolphe Muzito, 66 ans, est un autre ancien Premier ministre de 2008 à 2012 de Joseph Kabila, également ancien ministre du Budget et ex-inspecteur des Finances, leader du parti Nouvel Élan et ancien allié de Martin Fayulu dans la coalition Lamouka. Délice Essanga, 53 ans, avocat, député de Louisa, Kasaï Central et leader du parti En Vol, Ensemble volontaire pour le développement de la RDC, avait soutenu en 2018 la candidature de Félix Tshisekedi, dont il est devenu plus tard un critique virulent. À quelques semaines du scrutin, des candidats ont décidé de saisir le juge constitutionnel contre la Commission électorale nationale indépendante qu'ils accusent de ne pas avoir assuré sa mission constitutionnelle pour la régularité du processus électoral. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus fait divers suivi de NCI Sport. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.